E est un ensemble non vide, x, y appartiennent à E, x différent de y, alors le cardinal du singleton x est égal à 1, et le cardinal de xy est égal à 2. En effet, on a cette bijection-là, et puis celle-là. E fini non vide de cardinal n équivaut à il existe une suite finie xk de E d'éléments, donc de E, 2 à 2 distinctes, telles que E est égal à x1 jusqu'à xn. Démonstration, le cardinal de E est égal à n, ça équivaut à dire qu'il y a une bijection de 1n vers E. Et à ce moment-là, E est égal à U1 jusqu'à UN. Bon, chaque xk, chaque U de k, on l'appelle xk, et donc on obtient ça. Et comme c'est une bijection, les xk sont 2 à 2 disjoints. Et dans le sens inverse, on part de ça, ça induit évidemment cette bijection, car les xk sont 2 à 2 disjoints, d'où le résultat. NP appartenant à N et N inférieur ou égal à P implique que le segment NP est fini de cardinal P moins N plus 1. Démonstration, on sait que si A est inférieur ou égal à B, A plus C est en bijection, est équipotent à A plus C, B plus C. Autrement dit, on peut ajouter C ou 2. Donc ici, par exemple, celui-là, en rajoutant N, il va être équipotent à NP. Celui-là, en rajoutant 1, il est équipotent à 1 P moins N plus 1. Donc, NP qui est équipotent à ça, qui est équipotent à ça, on obtient donc ça. Donc NP est bien le cardinal N moins P plus 1. Deux ensembles F non nuls, cardinal de E égale N, cardinal de F égale P. Alors, N inférieur ou égal à P si et seulement s'il existe une injection de E vers F, N supérieur ou égal à P si et seulement s'il existe une surjection de E vers F, et N égale P si et seulement s'il existe une bijection de E vers F. Démonstration, si N est inférieur ou égal à P, bon bah, de toute façon, il y a ces deux bijections, hein, parce qu'on a les cardinaux, d'accord, qui induisent donc ces deux bijections. Et comme N est inférieur ou égal à P, on a ça. Donc, il existe une injection de 0n-1 vers 0p-1. Alors maintenant, si je prends ça, donc U-1, donc je vais de E vers ça, puis ensuite je vais de ça vers ça, puis de ça vers ça, j'ai V rho W rond U-1 qui est une injection de E vers F. Et c'est gagné. Et inversement, s'il existe une injection F de E vers F, je vous laisse vérifier, mais ça c'est du coup une injection de ça vers ça, donc N-1 est inférieur ou égal à P-1, ce qui implique que N est inférieur ou égal à P. La démonstration est identique quand N est supérieur ou égal à P, simplement, ou partout où c'est écrit injection, il faut dire surjection. On pourrait faire d'ailleurs la même démonstration avec N égale P et le mot bijection. Mais on peut aussi en faire une autre. Si N est égal à P, ben, E est équipotent à N, mais F aussi, donc E et F sont équipotents. D'accord, donc il y a une bijection de E vers F. Inversement, s'il y a une bijection de E vers F, eh bien, comme la bijection est une injection, le cardinal de E, c'est-à-dire N, est inférieur ou égal à P, cardinal de F, mais comme c'est une surjection, N est supérieur ou égal à P, donc N égale P. Enfin, si F est une partie de E, et E fini, alors F est fini, son cardinal est inférieur ou égal à celui de E. Démonstration, si E égale vide, bah, F va être vide et les deux cardinaux sont égaux à 0, donc on a bien ça. 0 inférieur ou égal à 0, la tête à toto. Deuxièmement, si F est égal à vide, donc fini, cardinal F égale 0, donc bah, on a forcément ça. Et sinon, bah, on prend l'injection canonique qui est X appartenant à F, associe X appartenant à E, donc une injection. Puis ensuite, on va de E vers 0n par une bijection, puisque E le cardinal de E est égal à N. Et donc, quand on fait B rond I, on obtient une injection de F vers 0n. Ce qui veut dire que F est fini et son cardinal est
inférieur ou égal à n d'après ce qu'on a démontré avant. On a deux ensembles E et F, tels que F est inclus ou égal à E. Alors F infini implique E infini, c'est une conséquence directe de ce qu'on a démontré avant. Avant, on a démontré que E fini implique F infini. Donc on prend la contraposée. Si F n'est pas fini, eh bien alors E n'est pas fini. Donc F infini implique E infini. Si E et F sont finis et disjoints, alors E union F est fini. Cardinal de E union F égale cardinal de E plus cardinal de F. Alors, ça marche si E est égal à vide, puisque alors E union F égale F fini et cardinal de E union F égale cardinal de F plus le cardinal de E qui vaut 0. C'est pareil si F est vide. Sinon, on pose n égale cardinal de E, donc supérieur ou égal à 1. P égale cardinal de F supérieur ou égal à 1. Et on sait qu'il existe des bijections F et G, comme ça. Mais on sait aussi que ces deux intervalles sont équipotents, quand on rajoute n ici. Donc F est équipotent à n plus 1, n plus P. Il existe donc une bijection comme ça. Ce qui va nous permettre d'induire, ça induit une bijection U de cet intervalle vers E union F qui a K associé F de K si K est entre 1 et N, H de K si K est entre N plus 1 et N plus P. En effet, si X appartient à E union F, alors soit X appartient à E, soit X appartient à F, puisqu'ils sont finis disjoints. Donc il existe K tel que ça, ou K tel que ça. Dans les deux cas, on a X égale U de K avec K comme ça, donc c'est une surjection. Pour l'injection, on prend J de K appartenant à cet intervalle, et on suppose U de J égale U de K. Comme E inter F est vide, soit U de J appartient à E, soit il appartient à F. S'il appartient à E, comme l'autre est égal, lui aussi appartient à E, sinon il appartient à F. Et dans ce cas-là, J et K vont appartenir forcément à N, parce que pour être dans E, il faut que J et K soient dans N. D'accord? Parce que sinon, on se retrouve dans F. Et on a ça, donc comme F est une bijection, J égale K. Et on a ça, comme H est une bijection, on a J égale K. Donc U est injective et donc c'est une bijection. Si E est inclus dans F et que F est fini, alors E est fini et cardinal de E est inférieur à cardinal de F. Alors on sait déjà que quand on a cette inclusion, E est fini et cardinal de E inférieur ou égal à cardinal de F. F, c'est E union F moins E. F moins E, c'est inclus ou égal à F. Donc F moins E est fini de dimension N positive, car F moins E est différent du vide, car F est inclus dans E. Donc E, strictement, donc E est différent de F. E, F moins E sont disjoints, donc cardinal de F égale cardinal de E plus cardinal de F moins E, avec lui qui est supérieur ou égal à 1, donc cardinal de F est supérieur à cardinal de E, d'où le résultat. Si E et F sont finis, E inter F et E union F sont finis, et cardinal de E union F égale cardinal de E plus cardinal de F moins cardinal de E inter F. Si E et F sont disjoints, E inter F il est égal à vide, et on se retrouve dans le cas précédent et ça marche bien. Sinon, E inter F est différent du vide, mais ça n'a pas d'importance dans ce qui va suivre. J'appelle A à l'ensemble E privé de F. Donc E égale A union E inter F, c'est évident, et A est inclus dans E, donc A est fini, E inter F aussi est inclus dans E, donc E inter F est fini, A, E inter F sont évidemment disjoints, puisque les éléments de A, ils appartiennent à E, mais pas à F. Cardinal de E est donc égal à cardinal de A plus cardinal de E inter F, et on remarque que E union F, c'est facile à redémontrer, est égal à A union F, d'accord? A union F, où A, F sont finis disjoints, parce que A c'est que ça, d'accord? Bon, donc E union F va être fini et son cardinal va être égal à cardinal de A plus cardinal de F. Ça c'est des résultats sur les ensembles que je ne redémontre pas ici, évidemment.
est égal à cardinal de f plus, et là le cardinal de A, je le prends dans cette formule, cardinal de E moins cardinal de E inter f, ce qui fait bien le résultat. Tout ensemble E équipotent à une de ses parties strictes A est infini. Démonstration, on a donc A inclus strictement dans E, et A qui est équipotent à E, si E était fini, il n'y a pas de 36 possibilités, soit c'est fini, soit infini. Donc si E était fini, alors A aussi, puisqu'il est inclus, serait fini, et son cardinal serait inférieur au cardinal de E. Mais, comme ils sont équipotents et qu'ils sont tous les deux finis, cardinal de A est égal à cardinal de E. Donc il y a une contradiction. Donc ça veut bien dire que E n'est pas fini, et donc on en conclut que E est infini. N est un entier naturel non nul, E un ensemble non vide, et F une surjection de l'intervalle 1n vers E, alors E est fini de cardinal inférieur ou égal à n. Démonstration, quels que soient les grecs appartenant à E, Y a des antécédents, d'accord, qui sont inclus dans n. Donc cet ensemble-là est différent du vide, donc c'est une partie non vide de grand N, donc qui admet un plus petit élément, qui est donc entre 1 et n, donc alpha et y. Je le note comme ça. Je prends grand F, l'ensemble des alpha y, quand y décrit E. Donc une partie de 1n. Donc f est fini de cardinal P, et f est donc équipotent à 1p. Il existe une bijection B de 1p vers f. Alpha est une surjection de E vers f, la construction. Et si y, z appartient à E, et que y est différent de z, alors f moins 1 de y n'a rien en commun avec f moins 1 de z. Donc l'intersection est vide. Donc alpha y est différent de alpha de z, et donc alpha est une injection, donc une bijection. Donc on a une bijection alpha rond B de 1p vers f, et donc f est fini de cardinal P, donc inférieur ou égal à n. Si E et F sont deux ensembles non vides et F une application de E vers F, alors si E est fini, bien f de E est fini de cardinal inférieur ou égal au cardinal de E est fini, démonstration donc équipotent à n, n appartenant à une étoile. Il existe donc cette bijection et elle induit une surjection de E vers f de E. Donc S rond B est une surjection de 1n vers f de E, et donc d'après ce qu'on a dit avant, f de E est fini de cardinal inférieur ou égal à n égale cardinal de E. N appartenant à n étoile, E un ensemble non vide, F une injection de E vers un n. Alors E est fini de cardinal inférieur ou égal à n. Démonstration, F induit une bijection de E vers F de E qui est inclus dans un n. F de E, donc inclus dans un n, donc fini de cardinal P inférieur ou égal à n, et F de E est en bijection avec un P. Donc il existe une bijection U de F de E vers 1P. Alors on voit que U rond B est une bijection de E vers 1P. Donc E est fini de cardinal P inférieur ou égal à N. C'est donc évident tout ça. E et F, deux ensembles non vides. Si E est équipotent à F, alors on a cette équivalence. Et alors les cardinaux sont égaux. S'il existe une injection I de E vers F, alors F fini implique que E est fini et cardinal de E inférieur ou égal à cardinal de F. Et s'il existe une surjection S de E vers F, alors E fini implique F fini et cardinal de F inférieur ou égal à cardinal de E. Dans le premier cas, c'est évident, E est équipotent à N, donc F aussi. Donc F est fini, il y a le même cardinal. Et puis, même chose si c'est F qui est équipotent à N. Petit 2, eh bien, c'est ici. Donc, il y a cette injection. F fini de cardinal N, donc il y a une bijection de F vers un N. Et donc B rond I va être une bijection de E vers un N. Donc d'après ce qu'on a vu avant, E est fini de cardinal inférieur ou égal à N. Et dans le troisième cas, c'est quasiment pareil. E est fini de cardinal P. Donc on a une bijection de 1 qu'on va choisir de 1P vers E. Et donc à ce moment-là, on voit que S rond B va être une surjection, parce que les bijections sont des surjections et des injections. S rond B est une surjection de 1N vers F. Et donc F est fini, d'après ce qu'on a vu avant. Et son cardinal est inférieur ou égal à N.
Théorème A et B, deux ensembles finis non vides de même cardinal, F une application de A vers B. F injective équivaut à F surjective équivaut à F bijective. Démonstration. Si F est injective, alors on sait que F de A évidemment est en bijection avec A, équipotent. Comme le cardinal de A est égal à N, le cardinal de F de A est égal à N, et donc égal au cardinal de B. Mais F de A est inclus, ou égal dans B. Donc F de A égale B, parce que sinon on aurait F de A inclus strictement dans B, et son cardinal serait strictement inférieur. Voilà, donc F de A est égal à B, donc F est surjective. Supposons maintenant qu'elle soit surjective, montrons qu'elle est injective. Prenons x1 et x2 appartenant à A, x1 différent de x2, et supposons f de x1 égale f de x2. Alors f induit une surjection, bien sûr, G, de A moins x1 vers B. Et qu'est-ce qui va se passer? Qui donc à t associe f de t. Alors, pourquoi c'est une surjection? Car si y appartient à B, comme f est surjectif, il existe t appartenant à A tel que f de t est égal à y. Alors ce t, évidemment, pourrait être x1. Mais s'il est égal à x1, c'est pas grave, parce que f de x2 est égal à f de x1. Donc à ce moment-là, on dit que y égale f de x2. Et comme x1 est différent de x2, évidemment que le x2, lui, il appartient bien à a moins x1. D'accord? Donc, j'obtiens, grâce à cette surjection, que le cardinal de B est inférieur ou égal au cardinal de A moins x1, qui lui est égal au cardinal de A moins n, qui fait n moins 1, alors que lui il fait n, donc c'est impossible, donc f est injectif, donc bijectif. Puis la 3, enfin 3 implique 1, c'est évident, puisque f bijective implique f injectif. Si E est un ensemble non vide totalement ordonné et fini, alors il a un plus petit élément et un plus grand élément. On suppose cardinal de E égale n supérieur ou égal à 1, on fait une récurrence sur n, si n est égal à 1, E est égal à ça, et A est le plus petit et le plus grand élément de E. Supposons que ça soit vrai à l'ordre n, et prenons E de cardinal n plus 1 supérieur ou égal à 2, donc soit A appartenant à E, F égale E moins A de cardinal n, admet un plus petit élément d'après l'hypothèse de récurrence. Je l'appelle petit m. X appartient à F implique que m inférieur ou égal à x. A est différent de m parce que A n'appartient pas à F. E est totalement ordonné, donc A est inférieur à m ou m est inférieur à A. Si m est inférieur à A, alors m est inférieur ou égal à x, quel que soit x appartenant à F, mais en plus il est inférieur à A, donc c'est inférieur ou égal à x, quel que soit x appartenant à E. Et donc m va être le plus petit élément de E. Sinon, quand x appartient à F, alors A est inférieur à x. Tout simplement parce que m est inférieur ou égal à x. Voilà. A inférieur à m, inférieur ou égal à x. Donc A est bien le plus petit élément de E, puisque A évidemment appartient à E. F a aussi un plus grand élément, et là on fait la même chose pour lui. Si x appartient à F, alors x est inférieur ou égal à grand M. A est différent de M, car A n'appartient pas à F, E est totalement ordonné, donc A inférieur à grand M inférieur à A. Si M est inférieur à A, alors à chaque fois qu'on prend x appartenant à F, x est inférieur à A, puisqu'il est inférieur ou égal à M qui est inférieur à A. Donc A est le plus grand élément de E, parce qu'il appartient à E. Et si A est inférieur à M, eh bien alors x est inférieur ou égal à M, quel que soit x appartenant à E. Oui, parce que c'était vrai pour tous les éléments de F, et c'est vrai en plus pour A. Donc, quel que soit x appartenant à E, donc M est le plus grand élément de E. Donc, la propriété est héréditaire. En utilisant le théorème de récurrence, on conclut que c'est toujours vrai. Conséquence, si E et F sont deux ensembles non vides finis de cardinal NP, eh bien, soit il existe une injection I de E vers F et une surjection S de F vers E, soit il existe une surjection S de E vers F et une injection I de F vers E. On a l'équivalence, il existe une injection de E vers F, il existe une surjection de F vers E. Et enfin, on a les équivalences ici, il existe une injection de E vers F et une injection de F vers E, ça équivaut à EF équipotent, c'est-à-dire en bijection.
ça équivaut à il existe une surjection de E vers F et une surjection de F vers E. Et ça équivaut à dire qu'il existe à la fois une injection et une surjection de E vers F. Démonstration. Si N est inférieur ou égal à P, parce qu'ils sont à la base finis, là on sait qu'il existe une injection de E vers F et une surjection de F vers E. Et dans le cas contraire, il existe une surjection de E vers F et une injection de F vers E. Le petit 2. S'il existe une injection de E vers F, ça équivaut à dire que N est inférieur ou égal à P. Donc que P est supérieur ou égal à N. Donc il existe une surjection de F vers E. Petit 3, ça équivaut à dire que N est inférieur ou égal à P par cette injection et que N est supérieur, que P est inférieur ou égal à N par cette injection. Donc que N égale P. Donc ils sont équipotents. Le troisième, eh bien, il équivaut à dire que N est supérieur ou égal à P par cette surjection et que P est supérieur ou égal à N par celle-là. Donc que P égale N, donc E et F sont équipotents. Et la dernière équivaut à dire que N est supérieur ou égal à P, ça c'est grâce à la surjection S, et que N est inférieur ou égal à P, ça c'est grâce à l'injection I. Donc ça équivaut à dire que N égale P, et donc E et F sont équipotents, d'où le résultat. Théorème, si E et F sont deux ensembles non vides, alors là ils peuvent être finis ou infinis, on s'en fiche. S'il existe une injection E de E vers F, alors il existe une surjection de F vers E. Ça on le sait dans le cas fini, mais on ne sait pas dans le cas général. Démonstration. On a cette injection de E vers F, si I est surjective. Alors I est bijective et c'est terminé, I-1 est une surjection de F vers E. Sinon, I induit une bijection J de E vers I de E. Et comme F est différent de I de E parce qu'elle n'est pas surjective, alors A égale F moins I de E est différent du vide. On prend Y, soit Y appartenant, alors j'ai fait ça, j'ai fait un petit dessin avec l'injection, et on prend Y appartenant à E, avec celui-là. Et on construit l'application S, qui a X appartenant à F, donc c'est cela, et bien va associer F-1 de X, c'est-à-dire ça, c'est quand X appartient à I de E, d'accord? Donc c'est pour ces trois-là. Et puis pour les autres, eh bien elle va associer Y, quand X appartient à A, c'est-à-dire F moins I de E. Bon, ben ça, il est évident que c'est une surjection de F vers E, tout élément de E, à un unique antécédent. Théorème E fini non vide. E fini non vide et F infini. Alors il existe une injection I de E vers F et il existe une surjection S de F vers E. Il n'existe pas d'injection F de I vers E, il n'existe pas de surjection S de E vers F. Démonstration. Donc on suppose que cardinal de E égale N. Il existe une bijection, bon, E est équipotent à N, voilà. Et là, il existe une injection, c'est l'injection naturelle J, qui à K fait correspondre K, de 1N vers N. D'accord? Et il existe une injection N' de N vers F, ça c'est parce que F est infini. Donc quand on compose, on voit que J' rond J rond B va être une injection de E vers F. D'accord? Donc il va exister une surjection. Donc ça y est, on a trouvé une injection. Et donc on sait que dans le sens inverse, il y a une surjection. Petit 2, supposons qu'il y ait une surjection de E vers F. Alors, un N, on va avoir cette surjection toujours en utilisant l'application B qu'on a ici, c'est-à-dire on va de 1N par B-1 vers E, suivi de la surjection. Comme B est une bijection, c'est aussi une surjection. Donc là, on a une surjection de 1N vers F. Et on sait que comme F est une application, F de 1N est fini. Mais F est surjective, donc F de 1N est égal à F, qui lui est infini. Il y a une contradiction, donc il n'existe pas de surjection de E vers F. Et s'il existait une injection de I
de F vers E, on sait qu'il existerait une surjection de E vers F, ce qui n'est pas le cas. Ben, ça y est, tout est démontré. Donc il n'existe pas d'injection. Réunion finie d'ensemble, soit un ensemble I fini. Rappelons qu'une famille A est donnée à partir d'une application A de I vers un ensemble B, tel qu'un I appartenant à I, on associe A de I appartenant à B qu'on note AI. Et la famille AI, c'est en fait l'ensemble des AI I appartenant à I, c'est-à-dire image de A. L'union des AI, qui est notée comme ça, c'est l'union des T et T appartenant à image de A. Donc elle est notée comme ça, on appelle ça la réunion des ensembles à I, et X appartient à l'union des AI, équivaut à il existe I appartenant à I tel que X appartient à I. Si I égale vide, alors I appartenant à I est faux, donc l'union des AI est égale à vide, sinon I, puisqu'on l'a supposé fini, est équipotent à un N où N égale cardinal de I. Donc il y a une bijection U de 1N vers I qui nous donne ça. Puis l'application A, donc j'ai une application V égale A rond U. Chaque AI est un A de U de K, K appartenant à N, donc un V de K noté VK. L'image de A, c'est l'ensemble des AI, c'est l'ensemble des VK. Et donc c'est la famille VK pour K appartenant à l'intervalle 1N. Donc l'union des T pour T appartenant à l'image de A, c'est l'union des T pour T appartenant à l'image de V. Donc c'est l'union des VK pour K appartenant à N qu'on note comme ça. Voilà. Remarque, si I est un singleton I, on a l'application A, elle est comme ça, et l'union des AI est égale à A. Et dire que X appartient à cette union, ça équivaut à dire que X appartient à A. Si I est une paire, on a l'application A qui AI fait correspondre A, J fait correspondre B, l'union des AI c'est A union B, et X appartient à l'union des AI. Équivaut à X appartient à A ou à B. Toute réunion finie, qui finit d'ensemble fini EI est un ensemble E fini. Bon, le cas vide ne m'intéresse pas, donc je prends des ensembles qui ne sont pas vides. Et alors, cardinal de E est égal... alors, ce qu'il faut dire, ce que j'ai oublié de dire, est cardinal de E est inférieur ou égal à la somme de 1 à n des cardinales des AI. Des EI, pardon. Voilà, ça j'ai oublié de l'écrire. Et on a l'égalité, cardinal de E est égal à la somme des cardinales des EI, si et seulement si les EI sont 2 à 2 disjoints. Démonstration peut supposer que cardinal de I est égal à N, donc I est égal à N, on fait une récurrence sur N pour N égale 1. E, il y a un seul ensemble, E1, donc c'est évident, il n'y a rien à dire. Supposons le résultat vrai à l'ordre N, considérons la famille EI, I appartenant à 1 N plus 1, et E égale l'union des EI. X appartient à E équivaut à il existe I appartenant à 1 N plus 1 tel que X appartient à EI, donc ça équivaut à dire que X appartient à EN plus 1 ou à un des I qui sont là-dedans, c'est-à-dire l'union des EI. Alors ça je l'appelle F. Donc E est égal à N plus 1 union F, donc cardinal de E est égal à cardinal de EN plus 1 plus cardinal de F moins cardinal de EN plus 1 inter F. Donc c'est inférieur ou égal à cardinal de N plus 1 plus cardinal, somme plus cardinal de F, mais cardinal de F il est inférieur ou égal à la somme des cardinaux de EK. D'accord? Donc, comme en plus il y a un terme négatif, c'est inférieur ou égal donc à ça, et donc c'est inférieur ou égal à la somme de 1 à N plus 1 des cardinaux des EK. Cardinal de E est égal à ça, c'est-à-dire à cardinal de N plus 1 plus somme de 1 à N des cardinaux des EK, si et seulement si cardinal de F moins ça est égal à la somme des cardinaux des EK. Ce qui veut dire que ça équivaut à dire que cardinal de F est égal à ça plus somme de 1 à N des cardinals des EK. Mais cardinal de F est inférieur ou égal à cette somme. D'accord? Donc si on veut que ça soit égal à ça, il faut d'une part que ça soit égal à 0, et d'autre part que le cardinal de F soit égal à la somme des cardinaux. D'accord?
Alors, dire ça, ben, ça veut dire que cet ensemble-là, cette intersection est vide. D'accord? Alors, dire que x appartient à En plus 1 inter f, ça équivaut à dire que x appartient à En plus 1 et que x appartient à f. Donc que x appartient à En plus 1 et qu'il existe k appartenant à n tel que x appartient à ek. Donc dire que En plus 1 inter f est égal à e vide, ça équivaut à dire que quel que soit k appartenant à n, ek inter En plus 1 est égal à vide. Donc il faut ça et ça. Donc 1, c'est-à-dire l'égalité, ça équivaut à quel que soit k appartenant à n, ben, ek inter En plus 1 est égal à vide, c'est ce que je viens de dire. Mais en plus, il faut que le cardinal de f soit égal à la somme de 1 à n des cardinaux des ek, et ça par l'hypothèse de récurrence, ça équivaut à dire que quel que soit ij, i différent de j, appartenant à n, ek inter j est égal à vide. Donc en fait, de tous ces trucs-là, ça équivaut à dire que quel que soit ij appartenant à n plus 1, i différent de j, eh bien ei inter j est égal à vide. Donc la propriété est vraie lors n plus 1, donc héréditaire, et donc par le théorème de récurrence, on peut en déduire que c'est toujours vrai. Produit d'une famille de parties, d'ensembles qui appartiennent à un ensemble B, on va dire. Donc produit d'une famille AI, donc indexé par I, c'est l'ensemble des applications f de I vers union des AI, telles que f de I appartient à I, quel que soit I. Si I est égal à vide ou si l'un des AI est vide, alors ça c'est impossible et ça aussi, donc le produit est vide. Désormais on peut supposer I différent de vide et AI différent de vide, quel que soit I appartenant à I. Chaque f appartenant au produit des AI est déterminé par les f de I appartenant à I, avec la condition f de I appartient à I, quel que soit I appartenant à I. Si I est un singleton, alors chaque f est une application vérifiant f de J appartient à J. Donc à chaque t appartenant à J correspond une unique application ft qui à J fait correspondre t. D'accord? Donc en fait, l'application qui a qui a t appartenant à J associe cette fonction ft appartenant au produit des AI est une bijection et donc ce produit est en fait équipotent à AJ. Voilà. Alors, bon, ça revient à dire que quand il y a un seul ensemble, le produit des ensembles, mais il n'y en a qu'un, c'est lui-même. Si I est fini non vide de cardinal n, on a vu que on avait ça, où chaque VK est un AVK, où K appartenant à un N avec B une bijection de 1N dans I, et évidemment AI est égal à V de B-1I, quel que soit I appartenant à I. Alors, le produit des AI est équipotent au produit des VK, que l'on notera comme ça, comme on avait noté celui-là comme ça. Démonstration prend la fonction U, qui a f appartenant au produit des AI, associe la fonction G, qui a k appartenant à n, donne f de bk, qui appartient donc à a de bk, c'est-à-dire à vk. Et donc ça, c'est bien une fonction qui est là-dedans. Si h appartient au produit des vk, alors f, là je fais la même chose, hein, mais sauf que je prends b-1, d'accord, appartient au produit des AI. Et j'ai bien u de f de k qui est égal à h de b-1 de b de k, c'est-à-dire h de k, quel que soit k appartenant à un n, donc uf est égal à h, ce qui veut dire que u est surjectif. Et si f appartiennent au produit des AI, il est évident que u de f égale u de f' équivaut à dire que f de b de k est égal à f' de b de k, quel que soit k appartenant à n. Et donc ça équivaut à dire que f de b rond b-1 de i égale f' de b rond b-1 de i, quel que soit i appartenant à i, à cause de la bijection qu'il y a entre i et un n, la bijection b. Donc ça équivaut à dire que f de i égale f' de i, quel que soit i, et donc que f égale f', donc il y a l'injection, donc la bijection. Voilà, donc ça c'est très important. Donc désormais, les produits finis, grâce à ça, i fini, d'ensemble non vide quelconque vont être donnés par i égale 1n, et on va les noter comme ça.
Si f appartient au produit des AK, alors tk égale f de k appartient à AK, quel que soit k appartenant à n, réciproquement. Si on prend un élément tk appartenant à AK, quel que soit k, alors ça c'est possible puisque les AK sont non vides. Alors on construit une fonction f qui a k appartenant à n donne tk, appartenant au produit des AK. Donc le produit des AK est équipotent à E, ensemble des suites TK, ou TK appartenant à AK. C'est bien que ça, on peut considérer que c'est l'ensemble, on va l'écrire comme ça, c'est l'ensemble des T1, T2 jusqu'à Tn, où chaque TK appartient à AK, quel que soit K. D'accord? Alors ça reste vrai si l'un des AK est vide, puisque à ce moment-là, l'ensemble des suites est vide, équipotent à vide, si on veut aller par là. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Si T est égal à T1, T2 jusqu'à Tn, appartenant à produit des AK, et que T' est égal à T'1 jusqu'à T'N appartenant à produit des AK, alors T égale T' équivaut à TK égale T'K, quel que soit K, égale 1 à N. C'est évident parce que dire que T est égal à T', ça veut dire que la fonction f qui a k associe tk est égale à la fonction f' qui a k associe t'k. Autrement dit que f de k est égal à f', quel que soit k appartenant à n. Ce qui équivaut à dire que tk égale t'k, quel que soit k appartenant à 1n. Voilà, 1n. Si n égale 2, bah, a croix b, on va noter comme ça, hein. A croix b, c'est le produit des AK avec A1 égale A, A2 égale B. Donc on a deux ensembles A et B. Hein. Donc A croix B, c'est l'ensemble des x, y, x appartenant à A, y appartenant à B. Bon, ça reste vrai si l'un des deux est vide, à ce moment-là, A croix B est égal à vide, puisque ça, c'est impossible. Pareil, si n est égal à 3, sauf que là, il y en a 3. Donc A croix B croix C, c'est l'ensemble des x, y, z, x appartenant à A, y appartenant à B, z appartenant à C. Remarque que j'aurais dû faire dès la définition, mais tant pis, je le fais un tout petit peu plus tard, soit AI. Si AI est une famille non vide, c'est-à-dire que I est différent de I. L'ensemble tous non vides, tous les AI sont non vides. Alors leur produit est non vide. En fait, cette propriété est équivalente à l'axiome du choix. On a besoin de l'axiome du choix pour la démontrer, et si on la suppose vraie, quelles que soient les familles d'ensembles non vides, alors elle applique l'axiome du choix. On peut rappeler la démonstration de l'équivalence qui a été faite déjà dans le chapitre sur la théorie des ensembles. Supposons l'axiome du choix vrai. On prend A égale l'union des AI, I appartenant à I appartient à I implique que AI est inclus dans A, donc AI appartient à P de A, et comme il est non vide, à P de A moins vide. L'axiome de choix nous dit qu'il existe sur A une fonction de choix, et donc une fonction de P de A moins vide vers A, telle que f de x appartient à x, quel que soit x appartenant à P de A moins vide. Elle permet en fait de prendre un élément dans chaque x, d'accord? Cet élément dans chaque x. Soit alors f, qui est I appartenant à I, associe f de AI. Eh bien, f de I, c'est f de AI, et f de AI appartient à I, quel que soit I appartenant à I. Donc, cet ensemble est non vide, puisque f appartient à pi des AI. Supposons maintenant que quel que soit I différent de vide, et quelle que soit la famille des AI, telle que AI est différent de vide, on est le produit des AI différents de vide. Soit E un ensemble non vide. On veut construire f de ça, qui a x appartenant à P de associe f de x appartenant à E, tel que f de x appartient à x, quel que soit x appartenant à P de E moins vide. On choisit I égale P de E moins vide. Quel que soit I appartenant à I est différent du vide. D'accord? On est là-dedans. Donc, pi des I pour I appartenant à I est différent de vide, et donc il y a une fonction de choix qui a J appartenant à I, associe f de J appartenant à l'union des I, telle que f de J appartient à J, quel que soit J appartenant à I. On a alors la fonction f de P de E moins vide égale I vers E. Elle vérifie I a pour image f de I qui appartient à I, quel que soit I appartenant à I. Donc c'est une fonction de choix sur E. Donc l'axiome du choix est démontré. Remarque, si I est fini, et donc équivalent à ça, et que AI est une famille finie,
On peut se passer de l'axiome du choix pour démontrer que le produit est différent du vide. On fait une récurrence sur n appartenant à n étoile. Si n est égal à 1, on n'a que A1, et donc la fonction, ça va être la fonction qui à 1 fait T1, où T1 donne T1, T1 appartenant à 1. Celle-là, elle appartient bien à pi DAI, qui est donc non vide. En fait, il est équipotent à A1. Supposons la propriété vraie à l'ordre n, et prenons AI, une famille, pour i appartenant à 1 n plus 1. Tel que AI est différent du vide, quel que soit i appartenant à 1 n plus 1. Donc les AI sont non vides, quel que soit i appartenant à n. Donc on sait qu'on a ça. Et qu'il existe donc une fonction de 1n vers l'union des AI pour i appartenant à n, telle que f de i appartient à i, quel que soit i appartenant à n. A n plus 1 est non vide, on prend t appartenant à n plus 1. Et la fonction g, qui a i appartenant à 1n plus 1, donne f de i, c'est pas t, c'est f de i, si i appartient à un n, et puis qui donne t si i égale n plus 1. Voilà. Celle-là vérifie bien que f de i appartient à i, quel que soit i appartenant à n, et c'est vrai aussi pour i égale n plus 1, puisque f de i est égal à t qui appartient à n plus 1. Donc j'ai bien ça, quel que soit ça. Donc pi de ai pour i appartenant à n plus 1 est différent du vide, et donc la propriété est vraie à l'ordre n plus 1, et donc héréditaire, et grâce au théorème de récurrence, on peut affirmer qu'elle est toujours vraie. Si A, B, C sont trois ensembles, on a A croix B croix C qui est équipotent à A croix B croix C qui est équipotent à A croix B croix C. Démonstration. Bon, tout ça c'est égal à vide si l'un des trois est égal à vide, parce que si A égale vide, par exemple, ça c'est fait vide, donc croix C ça fait vide, ça on l'a déjà vu, ça fait vide, et puis ça, vide, croix n'importe où, ça fait vide. D'accord? Et pareil si B ou C sont vides. Alors, sinon, je prends cette application U qui a A, B, C appartenant à A croix B croix C, associe A, B, C appartenant à A croix B croix C. C'est une bijection parce que si on a ça, alors on peut écrire que c'est U de ça. D'accord? Et donc ça, c'est sur la surjection. Et si on a ça, et c'est C' qui appartiennent à C, alors U de ABC égale U de A'B'C', ça équivaut à ABC est égal à A'B'C', ce qui équivaut à dire que A est égal à A'B égale B'C égale C', ce qui équivaut à dire que A, B est égal à A'B'C' et C égale C'. Donc c'est injectif, donc bijectif. Donc on a bien ça. Voilà. Idem avec l'autre. Théorème, alors on les confond en fait. Et au lieu de mettre équipotent, on met souvent égal. Théorème AB ensemble fini. Alors A croix B est fini et cardinal de A croix B est égal à cardinal de A multiplié par cardinal de B. Démonstration, si A est égal à vide, alors A croix B égale vide et cardinal de A croix B égale 0 multiplié par cardinal de B. Donc le résultat, supposons A différent du vide, donc on va dire que cardinal de A est égal à n. On fait une récurrence sur le cardinal P de B. Et on considère la proposition P de P pour P appartenant à n. C'est l'ensemble, c'est la proposition qui dit que, je ne sais pas pourquoi j'ai mis une accolade ici, en fait c'est ça, qui dit que si un ensemble B a pour cardinal P, alors A croix B est fini de cardinal n-P, n multiplié par P. C'est évident si P égale 0, parce que B va être égal à vide, A croix B va être égal à vide, fini de cardinal 0 égale n fois 0. C'est évident aussi pour P égale 1, parce que B à ce moment-là est égal à alpha, A croix B c'est l'ensemble des couples A alpha, A appartenant à A, et ça c'est en bijection avec A par l'application U, qui a A alpha associe A. D'accord? Donc on a A croix B est équipotent à A. Donc comme A est fini de cardinal n, A croix B va être fini de cardinal n. Et le n peut s'écrire n fois 1 égale cardinal de A
multiplié par cardinal de B. Donc le résultat est vrai à l'ordre 1. Supposons que le résultat soit vrai à l'ordre P pour N, c'est pas pour N, c'est pour P appartenant à n étoile. Et supposons que le cardinal d'un ensemble B soit égal à P plus 1. Je vais lui enlever un élément alpha, et donc j'obtiens un ensemble B' de cardinal P. A croix B est égal à A croix alpha union B'. D'accord? Avec ces deux-là qui sont disjoints. Alors, dans une propriété que je verrai seulement après, parce que j'avais oublié, A croix B va être égal à A croix alpha union A croix B'. Mais A croix alpha, A croix B' sont finis de cardinal N multiplié par 1, N multiplié par P, donc A croix B va être fini. De plus, ces deux ensembles, de plus, ils sont disjoints d'après ça, parce que alpha et B' sont disjoints. Donc ces deux-là vont être disjoints. Donc le cardinal de A croix B va être égal au cardinal de A croix alpha plus le cardinal de A croix B'. Alors, ça, on a vu que c'était égal à n, et ça, c'est l'hypothèse de récurrence qui me dit que c'est n fois p. Donc ça fait n multiplié par p plus 1 égale cardinal de A multiplié par cardinal de B. Donc la propriété est vraie à l'ordre p plus 1. Donc on a p de 0 vrai, et p de p implique p de p plus 1 d'après le théorème de récurrence. Elle est héréditaire. D'après le théorème de récurrence, elle est toujours vraie, quel que soit p, d'où le résultat. Alors, la étoile, c'est une propriété qui dit quoi? Qui dit que si A, B, C sont trois ensembles, alors A croix B union C égale A croix B union A croix C. Par ailleurs, si B et C sont disjoints, alors A croix B, A croix C sont disjoints. C'est vrai notamment tout ça si A, B ou C sont égaux à vide, hein, parce que bon, bah ça c'est évident si c'est égaux à vide, parce que ça fait vide. Si A par exemple est égal à vide, c'est évident parce que ça fait vide. Bon, si B est égal à vide, bah, ce truc-là va faire vide, donc vide et puis quelque chose c'est toujours disjoint. Idem si C est égal à vide. Et puis ça, bon, si A égale vide, bah, ça fait des vides partout. Si B est égal à vide, bah, ça fait A croix C, ça fait ça, hein, d'accord? Donc ça marche bien aussi dans les cas où ils sont vides. Bon, soit démonstration, si xy, dire que xy appartient à A multiplié par B union C, ça équivaut à dire que x appartient à A et y appartient à B union C, qui équivaut à dire que x appartient à A et y appartient à B ou y appartient à C, ce qui équivaut à dire que x appartient à A et y appartient à B, ou x appartient à A et y appartient à C, ce qui équivaut à dire que xy appartient à A croix B union A croix C. Voilà. Donc ça me dit bien que, il faudra peut-être conclure quand même, ça me dit bien que A croix B union C est égal à A croix B union A croix C. Voilà. Alors maintenant, supposons que B et C soient disjoints. Bah, on prend XY appartenant à A croix B et qui appartient aussi à A croix C. C'est-à-dire qu'on examine l'intersection A croix B, A croix C. Eh bien, alors X appartient à A et Y appartient à B, X appartient à A et Y appartient à C. On a donc X appartient à A, Y appartient à B et C, c'est-à-dire à B intersecte qui est égal à vide. Donc c'est impossible. Donc on voit que si B et C sont disjoints, alors A croix B inter A croix C est égal à vide. Autrement dit, les deux sont disjoints. Si on a une famille AI, I appartenant à n plus 1 de n ensemble, n plus 1 ensemble, alors pi de 1 à n plus 1 des AI est équipotent à ce produit croix à n plus 1. Démonstration évidente, on a déjà fait ça. On prend cette application U et on montre facilement qu'elle est bijective. Si AI est une famille de n ensemble fini, alors pi des AI est fini, le cardinal pi de 1 à n des cardinaux des AI. C'est vrai à l'ordre... alors, déjà, je ne l'ai pas mis dans la démonstration, c'est vrai si l'un quelconque des AI est vide, puisqu'à ce moment-là, ça sera vide. D'accord? Et comme il y a un des cardinaux ici qui sera égal à 0, on aura bien l'égalité. Alors maintenant, on peut supposer qu'ils ne sont pas vides. C'est vrai à l'ordre 1 et 2, déjà vu. Supposons que ce soit vrai à l'ordre n. Donc à l'ordre n,
Mais on a vu ça. D'accord? Et ça pour cardinal, le produit des cardinaux des AI. D'accord? Et on a vu que quand on a deux ensembles, le cardinal de A croix B, c'est le cardinal de A multiplié par le cardinal de B. D'accord? Donc, celui-là, il aura comme cardinal ça fois ça. Et ça, je peux le remplacer par ça. Et donc, multiplié par ça, ça va me faire ça. Et donc, je vois que le résultat est vrai à l'ordre n+1. Donc, la propriété est héréditaire, et d'après le théorème de récurrence, elle est toujours vraie.